Je vais présenter les gens qui sont ici sur la table ronde. Jean-Michel Blanquer, ancien patron de la DGESCO. Florence Robine, vous avez vu tout à l'heure, patronne de la DGESCO en ce moment. Philippe Joutard, ancien recteur, historien et un pilier du mouvement contre la constante macabre. C'est Jean-Yves. Jean Fabre, pardon, ancien rugbyman. Et inspecteur général, bien sûr, vous êtes là plutôt pour le côté inspecteur général que pour le rugby. Monsieur Gros-Perrin, vous avez été l'auteur de plusieurs rapports sur l'école. Le dernier, c'est en 2015, si je me souviens bien. Donc c'est vraiment quelque chose, un dossier que vous suivez de près. Et on est là, en fait, pour évoquer deux questions. Une question toute simple, qui est celle du soutien qui est apporté. Pourquoi vous soutenez, en fait, le mouvement contre la constante macabre? Et puis peut-être on va aussi parler un peu des résistances, peut-être, ou de comment on peut faire évoluer l'évaluation, parce que c'est une vraie question en général dans le système éducatif. Alors, le soutien, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Florence. Non, vous êtes assez exprimé là-dessus. Monsieur Blanquer. Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. D'abord, j'en profite pour dire que je suis membre et cofondateur d'un mouvement qui s'appelle Jamais sans elle. Et donc, je suis censé refuser d'être dans un quelconque débat où il n'y a pas au moins une femme, et si possible le plus. Donc, je remercie Florence Robine. Sans elle, j'aurais été obligé de quitter les strates pour être conforme à mon engagement. Et ça m'aurait gêné pour d'autres engagements que j'ai vis-à-vis d'André Antibes. Donc, merci Florence. Et je profite pour dire qu'évidemment, ce sujet est important et que, voilà, pour des raisons évidentes, c'est même pas la peine de l'expliquer. Et donc, le thème, en effet, c'est les raisons d'un soutien. Et il y a évidemment des raisons de fond sur lesquelles je vais évidemment un peu développer. Mais je voudrais aussi commencer par dire que finalement, toutes ces questions-là, elles sont d'abord éminemment humaines et que si des alchimies comme cela se passent, si certains dépassements signalés par André Antibes sont possibles, c'est aussi pour des questions humaines. S'il n'y avait pas la personnalité d'André Antibes et sa manière de faire, sa façon de venir expliquer, peut-être que je ne serais pas là, ou en tout cas peut-être que je n'aurais pas aussi bien compris, et je ne me serais pas autant impliqué. Alors évidemment, il y a des raisons de fond derrière, mais je pense que c'est important de le signaler, et je le dis d'autant plus qu'en matière d'éducation, c'est si souvent le cas. C'est-à-dire qu'on se réfugie souvent derrière certains clivages, certaines idées conçues, derrière certains jeux de rôle aussi. Et c'est vrai à l'échelle nationale comme à l'échelle d'une école ou d'un établissement. Quand on est capable de dépasser cela, beaucoup de choses sont possibles. Et c'est très vrai à l'échelle des établissements. Combien de fois on peut voir des établissements très comparables sur le plan géographique, social, culturel, et l'un qui va bien et l'autre qui ne va pas, et parce que voilà, il y a André Antibes comme chef d'établissement, ou il y a tel et tel professeur qui ont su créer cette alchimie. Je tiens à le dire parce que dans des périodes où on va raisonner sur beaucoup de paramètres, malgré tout, ce qui compte c'est le facteur humain. Et le sujet dont nous avons à traiter est typiquement le facteur humain, c'est un facteur psychologique, c'est-à-dire comment réussir l'évaluation. Et donc moi, pour expliciter les raisons du soutien, je procéderai par mots-clés d'une certaine façon, pour les développer ensuite. Mais finalement, quels sont les mots qui comptent le plus pour moi quand je parle d'éducation? Le premier qui compte le plus pour moi, c'est liberté. Je pense que l'éducation est faite pour la liberté, que c'est elle qui donne sens à la condition humaine, que la condition humaine est synonyme d'éducation. Nous sommes des êtres humains par l'éducation, parce que lorsque l'on est, on n'a aucun des éléments qui nous permettent de vivre, et c'est l'interaction avec les autres qui nous permettent de devenir être humain. Nous sommes un animal social, comme disait Aristote. Et le sens de cette interaction, c'est d'aller vers toujours plus de liberté. Et donc tout acte d'éducation est un acte qui crée plus de liberté, s'il est un vrai acte éducatif. Et donc si la liberté définit l'être humain, et si l'éducation se définit par la liberté, on voit bien que ces trois mots sont totalement liés, et que c'est aussi une définition de la liberté, pas la liberté immédiate, pas la liberté facile, si je puis dire, pas la liberté consommation, mais la liberté construction, et pour moi c'est ça l'éducation. Et bien entendu c'est étroitement relié à notre sujet, parce que derrière ça il y a d'autres mots-clés qui me paraissent décisifs, et qui ont d'ailleurs déjà été prononcés ce matin. L'autre mot-clé c'est confiance. L'éducation passe par la confiance, et là encore,
C'est vrai à l'échelle locale comme à l'échelle nationale. Aujourd'hui, le système français, le système éducatif français, malgré les efforts qui peuvent exister des uns et des autres, le système français n'est pas un système qui génère de la confiance, déjà à l'échelle de la nation. C'est-à-dire que si vous regardez les sondages des années 60 et ceux d'aujourd'hui, sur l'armée et sur l'éducation nationale, les courbes de confiance se sont inversées vis-à-vis de l'institution. Progressivement, la maison éducation nationale a perdu la confiance de sa population. Et quand on se compare à des pays qui vont bien, ce que j'ai un peu fait, eh bien, à mes yeux, le paramètre premier qui fait la différence, c'est la confiance. Et à l'échelle générale, comme à l'échelle de la relation enfant-adulte. Et ça, pour moi, c'est un point clé. Et évidemment, c'est un élément majeur du mouvement contre la constante macabre. Et c'est une des illustrations de ce déficit de confiance qui caractérise notre système aujourd'hui, pour lequel on doit changer complètement de logique dans les temps actuels. Un autre mot-clé, c'est le mot de responsabilité, et qui va avec le mot d'évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation n'est pas un gros mot. Et je pense que si on veut réussir, puisque François Jarreau nous y invite, à regarder quels sont les obstacles, et au-delà donc des grands objectifs qu'on se fixe, voir comment y arriver, par quel chemin, il y a la question justement d'être capable de dépasser certains clivages et certains obstacles. Je pense que les obstacles, il ne faut pas seulement les voir dans ceux qui auraient une vision, appelons-la, trop traditionnaliste de ce qu'est l'école. Il faut l'avoir aussi dans ceux qui peuvent dire arrêtons toute évaluation. L'évaluation est synonyme de prison ou d'enfermement pour l'élève. Je ne crois pas du tout ça. Je pense qu'il y a vraiment une troisième voie entre ces deux approches. Il y a une évaluation intelligente, c'est celle que propose André Antibi, et les différentes variantes qu'on peut avoir autour de ça. C'est-à-dire une évaluation basée sur la confiance, une évaluation qui sert à quelque chose. Si on veut rater ce que nous avons en perspective, il faut mener la guerre contre l'évaluation. Alors là, on est sûr de perdre, et d'ailleurs, je ne serai même pas dans ce combat, parce que je pense qu'on a besoin d'évaluation. Et pour différentes raisons. D'abord, il y a une raison cognitive, il y a une raison profonde, presque ontologique, qui est que chaque enfant aime l'évaluation et aime le test. Donc n'imaginons pas que le test est une prison. Il est parfaitement démontré qu'on apprend mieux quand on se teste très souvent. Et d'ailleurs, les enfants adorent ça. Et ils font, quand il y a un jeu vidéo, par exemple, ils font ça tout le temps, on se teste en permanence. Donc on est clairement là dans un exemple d'évaluation positive qui met en confiance. Et puis, si on a perdu, c'est pas grave, on va faire mieux au coup d'après, et ainsi de suite. Donc le test n'est pas antinomique avec l'apprentissage, il est au contraire un support de l'apprentissage. Encore faut-il, bien sûr, que ce ne soit pas quelque chose d'inhibant, quelque chose qui met de côté, qui marginalise, qui donne des complexes d'infériorité, mais tout l'inverse, et c'est bien entendu là qui est l'enjeu. Et je pense que, là encore, en raisonnant de l'enfant dans sa relation avec l'adulte jusqu'au système en général, c'est toute notre philosophie d'évaluation qui doit changer. Si on prend le cas d'un établissement, aujourd'hui nous sommes aussi, on pourrait faire un mouvement de la constante macabre, un mouvement contre la constante macabre pour les profs, c'est-à-dire pour changer complètement la philosophie de l'inspection des professeurs telle qu'elle existe aujourd'hui. Peut-être que vous pourriez démontrer que un tiers des profs sont mal vus, un tiers moyen et un tiers bien vu. Je n'ai pas approfondi ces proportions, mais le fait est que nous avons un système d'inspection qui est infantilisant, on doit passer à autre chose. Cette autre chose, lui aussi, doit être plus collectif, c'est-à-dire permettre non pas d'avoir un inspecteur avec un professeur, mais des inspecteurs, des personnes en charge de l'inspection, soutien à l'établissement, face non pas à un professeur, mais à l'établissement pour l'aider à progresser, et donc à l'évaluer, et avoir les points faibles. Il n'y a aucun problème d'avoir des points faibles, dès lors qu'on est là tous pour améliorer la situation. Et donc je pense que cette philosophie d'évaluation peut tout à fait fonctionner. Donc je crois qu'on peut avoir des principes
de nature philosophique sur ces questions, sur ce qu'est l'éducation et ce que l'on souhaite, et des principes très pragmatiques, très méthodiques sur le sujet, et qu'on peut aussi faire des allers-retours entre ce qui se passe dans la classe, très pratiquement pour tous les enfants, et très généralement ce qui se passe dans le système éducatif en matière d'évaluation. Parce que tout ça forme forcément une cohérence d'ensemble. Donc toutes ces raisons, et je conclus puisque j'ai déjà été un peu long, toutes ces raisons m'ont amené dès le début à écouter et à lire avec beaucoup d'attention André Antibi et puis celles et ceux d'entre vous qui ont écrit différents ouvrages collectifs. C'est pour ça qu'à l'époque, à la DGESCO, j'avais poussé ça et je sais que ça continue de plus belle après moi. Je suis toujours heureux de voir aussi des sujets qui continuent de plus belle après moi, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et donc je m'en réjouis sur ce point-là, ma chère Florence. Mais en tout cas, je pense que c'est typiquement un sujet de continuité, un sujet d'unité, un sujet qui dépasse les clivages habituels, en effet, pas seulement le clivage droite-gauche, dont on sait bien qu'il n'est pas le clivage forcément le plus pertinent pour l'éducation nationale, mais même d'autres clivages qui existent à l'éducation nationale. Pour ça, il ne faut pas un clan des bons et modernes et un clan des méchants en face. Il faut juste une vision partagée, explicitée de l'utilité de la confiance, du contrat, autre mot-clé décisif, de la confiance, du contrat, de l'évaluation et in fine de la liberté et du bien-être de l'élève. Merci. Merci Jean-Michel Blanquer, merci. Merci d'avoir parlé aussi de l'évaluation des profs, c'est un vrai sujet, je ne sais pas si on va avoir le temps de le traiter aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un très vrai sujet. Je vais me tourner vers Jacques Grosperrin. Je ne me rappelle plus si dans vos deux rapports vous avez évoqué la question de l'évaluation. Merci à vous et bonjour. Je l'avais évoqué, mais surtout, j'évoquais dans le premier rapport la rencontre avec André Antibi, ça a été bien expliqué. Et c'est le témoignage que je voulais formuler aujourd'hui. Lorsqu'on a travaillé sur l'école du socle commun, on a fait appel à différentes personnalités pour les auditionner, et puis on est tombé sur une personne un petit peu plus originale au départ, parce qu'on s'est dit, mais comment ça se fait, depuis une note, contrat, confiance, etc. On ne comprenait pas tout à fait. Et il est vrai que dans certains types de postures, et puis dans des mouvements politiques dans lesquels nous sommes parfois en phase, et puis pas toujours en phase avec ceux qui réfléchissent et ceux qui travaillent et qui donnent des orientations politiques sur l'éducation. Je suis ravi aujourd'hui de voir Jean-Michel à côté de Florence, et ça montre que lorsque les sujets sont intéressants et puis sont vitaux pour l'éducation, on retrouve justement une continuité dans nos politiques. Tout à l'heure, Jean-Michel parlait de mots-clés. Moi, il y a un mot-clé qui me paraît important aussi, c'est le mot-clé, c'est culture. Je crois que dans le contrat de confiance, la culture, c'est quelque chose qui est fondamental. Hier soir, j'étais au Sénat et nous travaillions sur faut-il supprimer l'ENA. Faut-il supprimer l'ENA alors que l'ENA, 1945, c'est récent et on ne s'est jamais posé la question s'il fallait supprimer Polytechnique, 1794, s'il fallait supprimer HEC, bon je dirais l'ESSEC, 1907 je crois, création 1907, ou peut-être Normal Sup en 1826. On s'interroge par rapport à ça et on s'est rendu compte qu'en réalité, on essaie toujours de fonctionner par des modes de continuité et de rupture. Continuité d'un système qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas toujours, mais en réalité qui répond quand même en partie aux problématiques que Michel Debré avait mis en 1945, c'est-à-dire former des hauts fonctionnaires d'État. Pourquoi je fais référence à ces grandes écoles? Parce que je crois que l'évaluation par contrat de confiance, elle devrait exister également dans ces grandes écoles. Il y a une énarque qui a écrit un livre à la fin des énarques qui montre véritablement le rôle de cette culture qui ne joue plus vraiment son rôle, où en réalité on met une pression très forte au niveau des étudiants qui sortent de Sciences Po. Il faut savoir quand même que sur la dernière promotion, sur 40, 33 sortent de l'IUP de Paris, Sciences Po Paris. Alors il y a bien sûr, il y a 2 essais, je crois d'ailleurs, au HEC qui sortent de là. Mais ça montre un véritable problème parce que nos élites, à un moment donné, cultivent et entretiennent cette notion de notes, cette notion d'exigence. Alors c'est vrai que nous aussi, nous sommes des exigeants. Nous aussi, nous sommes pour l'excellence. Et le lycée de Sourdin, qui a été créé par Jean-Michel, et qui est d'ailleurs qui est prolongé, je crois que c'est important, même si parfois on peut dire que ça coûte cher, ça ne coûte pas très cher par rapport au nombre d'enfants qu'on peut sortir de la situation dans laquelle ils étaient ou ils y sont, et je crois que c'est important de l'avoir regardé. Et les élites, à un moment donné, mettent une sorte
de masque fort vis-à-vis de la réussite scolaire. Et lorsque André nous expliquait que c'était les enseignants qui, à un moment donné, se sentaient obligés de mettre de mauvaises notes pour justifier leur pratique, lorsque Jean-Michel nous dit qu'on pourrait faire ce contrat de confiance chez aussi les enseignants, mais on pourrait le faire aussi chez les chefs d'établissement, parce qu'il y a des bons, les moins bons, je ne sais pas s'il y a des bons ou des moins bons, mais il y en a qui fonctionnent différemment. On pourrait les mettre aussi chez les inspecteurs, chez les recteurs, puis peut-être aussi chez les ministres. Mais je crois que l'éducation nationale, elle doit dépasser tous ces clivages. Et ces clivages politiques, pourquoi ça fonctionne peut-être mieux dans d'autres pays comme la Finlande? Alors, les gens nous disent tous, oui, la Finlande, petit pays, protestant, où il fait nuit très tôt, beaucoup d'autonomie. Mais il y a aussi une forme d'unité nationale. Et à un moment donné, l'éducation, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche, elle est surtout en direction des enfants. Et lorsque j'entends André parler d'évaluation, moi je voudrais dire juste un mot par rapport à l'évaluation. Pour moi, c'est un processus dynamique. Et je fais souvent la différence entre ce qu'on appelle l'évaluation et un contrôle des connaissances. Contrôle des connaissances, c'est à un moment T, ça a été fort bien dit. À ce moment-là, on essaie de voir quelles sont les connaissances que l'élève a atteint, s'est approprié, etc. Par contre, l'évaluation, c'est le concept dynamique qui permet d'expliquer ou de comprendre pourquoi l'élève, l'enfant ou le jeune ou le lycéen est en difficulté, qui permet à un moment donné de l'aider à pouvoir progresser dans son apprentissage. Et c'est ça qui est très différent, c'est ça qui m'a interpellé dans cette rencontre avec André Tibi. Moi je suis ravi parce que j'ai plutôt l'impression que tes travaux, André, actuellement rayonnent, pas simplement dans le cadre de l'école, mais dans les formations supérieures. Il y a eu vraiment une prise en compte, une remise en question sur nos modes d'évaluation, sur nos modes de contrôle, et puis en réalité sur notre mode d'enseignement culturel. Parce que le rôle de l'école, c'est quand même d'apporter un bagage culturel de connaissances, de réflexion. C'est toujours la notion qui est difficile entre l'éducabilité et la liberté. Tout le monde est éducable, tout le monde est libre. Ben, on essaie en tout cas de tendre à une certaine forme de liberté pour nos élèves, pour faire de futurs citoyens. Mais mon témoignage aujourd'hui est important parce que je pense que tu as ouvert une porte. Cette porte, il ne faut pas la fermer. J'ai plutôt compris que les ministres successifs ne la fermeront pas. Mais je crois qu'il faudra peut-être aussi aller au-delà et faire en sorte que ça ne soit pas simplement dans les établissements scolaires, mais que ça soit aussi dans les écoles d'ingénieurs. Je sais qu'avec Jean-Michel, avec l'ESSEC, directeur général de l'ESSEC, je sais que ça se fait, qu'il y a une orientation, une ouverture, et puis je pense que cette ouverture à l'extérieur, Singapour ou autre, à mon avis, est riche, et enrichit certainement d'ailleurs le projet de l'ESSEC français, si on peut de dire cela, alors que c'est un peu. Voilà, donc simplement merci à toi, pourvu que ça continue longtemps, et puis merci à vous de lui faire confiance, parce que c'est aussi une évaluation par contrat de confiance que vous vivez aujourd'hui ici, de venir entendre André et son équipe pour nous montrer une autre manière de fonctionner dans un souci constant de chacun, de tous ceux qui sont autour de cette table ronde, de l'avenir de nos enfants, donc l'avenir de la France. Merci. J'ai oublié de préciser que vous êtes sénateur Les Républicains. Et normalement, nous manque d'autant plus pour assurer cette continuité qu'on verra peut-être ou qu'on verra peut-être pas à l'éducation nationale dans les idées. Jean Fabre, vous avez été aussi au ministère, si je me souviens, vous êtes toujours bien sûr inspecteur général, vous avez eu aussi des responsabilités. Vous avez vécu cette continuité sur l'évaluation, sur d'autres sujets? Oui, ça marche. Ça marche, oui. Oui, d'abord bonjour, je suis très heureux bien sûr de me retrouver là, dans cette table ronde déjà prestigieux. Moi, ce que j'ai vécu en tant qu'inspecteur général m'a fait adhérer bien sûr à ce mouvement d'André. Voilà, merci. Voilà, j'ai travaillé donc à l'inspection générale sur 2 dossiers. En particulier, le premier, c'était le passage de l'école élémentaire, l'école primaire au collège, la classe de 6e, avec M. Pérou. Et puis après, j'ai travaillé longuement sur la réforme des collèges. Alors ça m'a permis d'aller dans des collèges, en particulier des collèges dits sensibles, difficiles, et de passer des journées à interroger l'équipe pédagogique, le groupe de direction, les parents d'élèves, et surtout les élèves. Et là, j'ai été frappé, mais fortement frappé par 2 phénomènes.
Le premier, je m'adressais surtout à des élèves qui avaient des difficultés, qui étaient en décrochage. Et je m'apercevais, chaque fois, il me disait qu'à un certain moment, il s'était battu pour éviter ce décrochage. Et il concluait en disant, mais oui, mais personne s'en est aperçu. Il y avait le témoignage d'une collégienne qui m'avait particulièrement frappé. Sa mère faisait des ménages, elle vivait seule. Et cette collégienne m'avait dit, moi, en 5e, ma mère m'a fait prendre des cours à un étudiant. Et je me suis battu, mais personne s'en a aperçu. Donc je trouvais ça quand même, voilà, un problème d'évaluation assez net pour qu'on ne s'aperçoive pas, au niveau de l'institution, qu'un élève faisait des efforts, qu'un élève essayait de se raccrocher, mais au nom d'une évaluation qui prend en compte plutôt le niveau collectif qu'individuel, on n'y arrivait pas. Et puis, ce dont on parle moins, qui m'avait fortement frappé aussi, c'était le stress. J'avais été frappé de voir combien les élèves étaient stressés. Alors il n'y avait pas que les faibles, enfin dits faibles, qui avaient peur de l'évaluation, mais il y avait aussi les bons élèves. Tous les élèves étaient en situation de stress, enfin, beaucoup d'élèves. Donc quand même, on était dans une institution qui ne permettait pas à un élève qui a des difficultés, mais qui veut les surmonter, d'évaluer les efforts qu'il fait, le travail qu'il fait. Et puis on était aussi dans une institution qui envoie des élèves le matin dans les collèges avec le stress, alors qu'ils devraient être heureux, puisque c'est là qu'ils doivent s'épanouir, et en hiérarchisant les problèmes, parce que c'est une difficulté souvent que l'on a à l'éducation nationale. L'évaluation venait en premier, c'est-à-dire que c'était la raison majeure de ces deux phénomènes. Et donc, dans la réforme des collèges, on n'a pas pu mettre la notion d'évaluation, c'est-à-dire qu'il y avait toujours, bon, il y avait des spécialistes de l'évaluation qui, bien sûr, reprenaient la barre, et donc la modification des comportements dans l'évaluation, ben, elle est passée, elle a été absente. Et puis je connais bien André Antibi, depuis très longtemps, je connais ses capacités, je sais quand il prend un dossier, je sais où il l'amène, sa conviction, et quand il s'est lancé dans le mouvement, pour lancer le mouvement contre la constante macabre, bien sûr, je me suis mis derrière lui, j'ai dit tu es un soldat, parce que je savais, pour moi, que c'était peut-être la seule personne à ma connaissance qui était capable de faire avancer ce mouvement. C'était, j'en connais peut-être plus, cette personne. Et donc, j'ai assisté à ce titre d'ailleurs, au premier colloque au Sénat, et puis j'assiste à ce colloque, que je suis très heureux de participer. Et là, je partage votre sidération, Madame la directrice, je suis sidéré de voir tout ce qui a été fait. Parce que ce qu'on n'a pas dit encore, c'est qu'il y a 50 000 enseignants, 50 000 enseignants qui pratiquent le PCC, et les remontées de cette expérience sont éminemment positives. Donc on est dans le vrai. Et donc moi je suis vraiment, je vois tout ce qui a été fait, et en particulier l'intervention tout à l'heure de Madame Robine. Alors moi, elle m'a vraiment comblé. Oui, tout à fait, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une expérimentation, il y a un mouvement, avec une adhésion massive de toutes les organisations syndicales, avec des parlementaires, des recteurs, et surtout l'ancien directeur de la DGESCO, la nouvelle directrice, qui s'engage clairement, comme vous l'avez fait dans votre mission parlementaire, qui s'engage clairement, justement, pour le mouvement contre la constante macabre. Alors, je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Pour moi, c'est loin d'être gagné, parce qu'il y a vraiment des pouvoirs de blocage
au niveau même de l'institution, dont je pourrai en parler un peu tout à l'heure, puisque je suis honoraire, donc je n'aurai pas de problème particulier. Et donc, c'est vrai que ces blocages, il faudra les lever, mais le chemin parcouru est absolument sidérant. Et je voudrais donc rendre hommage, bien sûr, à André Antibi et aussi à tous ceux qui l'ont accompagné depuis le début, sa garde rapprochée. Ça, je crois que ils ont fait un travail. Et surtout aussi, exprimer ma reconnaissance à toutes les personnes qui sont dans ce mouvement et aux 50 000 enseignants qui ont participé à l'expérimentation de l'EPCC. Il faut peut-être nous en dire un petit peu plus sur les blocages que vous évoquez. Les blocages, je vais vous dire, si vous voulez me forcer à le dire, c'est très simple. J'ai toujours trouvé à l'éducation nationale, elle avait deux problèmes pour moi. D'abord, souvent on ne sait pas hiérarchiser les problèmes. Mais je donnerai, attendez, des exemples précis là-dessus. Par contre, ça, vous l'avez remarquablement fait. Et là, c'est pour ça que vraiment, j'adhère à fond à votre discours, parce que c'est clairement défini. Le système d'évaluation, la pratique de l'évaluation, elle est mise en premier, mais vous verrez que ce n'est pas partout dans l'éducation nationale, je vais vous en dire deux mots dans quelques instants. Donc, ça c'est la hiérarchisation, et le fait aussi qu'il y a des blocages. C'est un système où il y a beaucoup de structures qui ont un pouvoir. Et il y a une culture de pouvoir. Je ne dis pas une guerre de pouvoir, mais il y a une culture de pouvoir, et je le préciserai encore dans quelques instants. Il y a d'autres blocages. Bon, mais ceux-là, je ne veux pas en parler, parce qu'il a le sens de la formule, André Antibi. C'est ce qu'il appelle les joyeux planeurs. Les brillants. Les brillants planeurs. Bon. C'est-à-dire les personnes qui s'élèvent fortement contre ce mouvement, en le trouvant simpliste, avec des propos qui sont outranciers, qui d'ailleurs dévalorisent complètement leur argumentation, qui manquent de modestie, parce que quand ils disent, ces personnes-là, vous savez, il faut venir dans les classes, vous êtes loin des classes, vous êtes loin, ils s'assiedent sur 50 000 voilà, enseignants qui pratiquent le PCC, donc c'est un manque d'humilité. Et puis alors, ce qui est le sommet du sommet, c'est que j'ai lu, parce que je lis beaucoup cette prose, quand on la voit, c'est des gens de l'éducation nationale quand même, qui disent de toute façon, comment voulez-vous que je mette une bonne note à quelqu'un qui n'a pas le niveau? Et alors, ils disent que la constante macabre n'existe pas, et là, ils démontrent en plein qu'elle existe, puisqu'ils ne peuvent pas mettre une bonne note à quelqu'un qui n'a pas le niveau, c'est pas en mettant des mauvaises notes à quelqu'un qui n'a pas le niveau qu'il va obtenir de bonnes notes signalant qu'il a augmenté de niveau. Voilà, mais ça, c'est pas ceux-là. Ceux-là, ils sont, à mon avis, mais en fait, ils sont quand même présents.